Binge audio. Ah non, binge. Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent Manilève. On se retrouve dans les studios de Binge Audio pour le 11e épisode de nos tubes. On va aujourd'hui parler de sexualité des youtubeurs, de YouTube Red et de la différence entre inspiration et plagiat sur YouTube. Et aujourd'hui, nous sommes avec la vidéaste Vesper. Oui, bonjour. Alors, je suis très très content de pouvoir t'accueillir dans l'équipe. Et simplement, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ta chaîne, est-ce que tu peux raconter oui, ce que ils tu sont fais ? nombreux quand même. J'ai l'impression d'être présentée comme Madonna, mais... Eh bien, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Les Chroniques de Vesper, où en fait je parle de pop culture sous toutes ses formes, donc cinéma, comics, jeux vidéo, séries télé, etc., etc. Et Die Hard, notamment. Oui, notamment Die Hard. Die Hard, Pourquoi ne pas parler de Die Hard ? Voilà, qui est un film très important et qu'il faut analyser, comprendre. De l'autre côté de la table, comme d'habitude, David Honora, ça va ? Ça va et toi ? Le froid... je regarde des compiles de feux de cheminée sur YouTube. Ah oui. Il y a la version Bright sur réchauffer. Netflix aussi, c'est très catastrophique. Aujourd'hui, on va pouvoir maintenant commencer doucement l'émission. Là, vous faites connaître grâce à YouTube, grâce à Internet. Mais c'est quoi l'étape d'après Parce que vous n'allez pas faire des blagues sur YouTube à 50 ans. Alors pour commencer, c'était vraiment une actualité que j'ai pas vu venir du tout. Qui l'avait vu venir Je pense qui avait vu venir cette chose-là. On a appris donc cette semaine qu'Usul, donc qui est un vidéaste que l'on connaissait d'abord pour ses vidéos sur le gaming, puis ses vidéos engagées mes chers contemporains sur sa chaîne YouTube et plutôt Dailymotion même. Et depuis plusieurs mois, il collabore avec Mediapart. Et là, on a appris de manière un peu étrange qu'il commençait à faire des vidéos pornographiques. Donc en fait, il y a quelques semaines, il a commencé à tourner des vidéos avec sa petite amie, Holly Plum, qui est donc une cam girl. Jusque-là, on ne voyait pas le visage d'Usul, mais une partie du forum 1825 apparemment et plusieurs blogs d'extrême droite ont été informés de l'existence de ces vidéos et ont affirmé par la suite, notamment en comparant les grains de beauté sur les bras. L'enquête est surréaliste, mais en comparant les grains de beauté sur les bras, le corps d'Usul, que c'était bien lui. Donc là, Internet a lancé le hashtag Usulgate, comme si c'était un scandale en tant que tel. Et... Usul, lui, assez rapidement a confirmé que c'était bien lui sur les vidéos et que c'était avec sa copine qu'il avait fait ces contenus-là et qu'il comptait pas s'arrêter en si bon chemin, on va dire. Et donc, ils ont déjà des vidéos sur Pornhub, sur la chaîne d'Holly Plum, et ils ont même donné une interview sur le site spécialisé du Tag Parfait. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, sans qu'on tombe sur le contenu sexuel même des vidéos, mais simplement je voulais savoir ce que vous en pensez. Vesper, toi, comment t'as réagi en découvrant ça? Je sais pas de quelle manière c'est arrivé. Oui, alors c'est encore un peu différent parce que je connais Usul, comme ça c'est dit. Mais il fait ce qu'il veut et il est grand et elle est grande. Enfin, pour le coup, effectivement, quand je l'ai appris, j'ai trouvé ça différent. Cocasse. Oui, cocasse, c'est plutôt ça le terme, mais de ce côté-là, lui, il l'assumait tout de suite, il a toujours su que ça allait pas rester secret longtemps et c'était pas le but non plus. Et je trouve qu'ils ont très bien réagi tout de suite en donnant l'interview Tag Parfait. Aujourd'hui, il y a eu une petite interview qui a été donnée à Libé. Enfin, c'était un portrait plutôt, si je ne m'abuse. Un portrait de Der, ouais. Voilà, qui est très très bien. Donc du coup, je pense qu'ils ont très très bien réagi. Alors malheureusement, à quel prix ? Au prix d'une shitstorm pas croyable à eux deux, plus d'ailleurs Holly Plum évidemment. Je dis évidemment parce que c'est une femme plus une travailleuse du sexe, donc voilà. Mais après, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont majeurs et vaccinés. C'est juste effectivement le mot est cocasse quand je l'ai su, mais ils sont grands. Et toi, David, qu'est-ce que tu en retiens de cette histoire ? En fait, je pense qu'il y a plusieurs sujets qui se mélangent là-dessus. Ce qui est un des trucs les plus étonnants, effectivement, c'est que pour le coup, le grand écart entre être chroniqueur vidéo pour Mediapart et faire du porno en cam ou sur Pornhub, c'est quand même assez inattendu. Moi, ce que je trouve intéressant, alors déjà, il y a un truc qui peut-être risque d'être un petit peu gênant pour eux, c'est que d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on lisait dans le portrait de Libé, c'est quand même un couple assez jeune, je crois qu'ils sont ensemble depuis décembre ou quelque chose comme ça, et ils sont quand même
hyper médiatisés là, ensemble, quoi, ce qui est quand même pas très facile quand on se connaît depuis finalement pas si longtemps que ça. Et on l'a vu avec d'autres exemples, les couples médiatisés par YouTube, c'est toujours un truc un petit peu difficile à gérer et ils peuvent avoir un peu des soucis de ce côté-là. Moi, ce que je trouve intéressant, et notamment c'est quelque chose qu'on voyait dans l'interview du Tag Parfait, donc qui est un site spécialisé dans la culture porn. C'est la manière dont Usul aborde notamment le mécanisme de Pornhub et le parallèle qu'il fait avec YouTube, c'est-à-dire que lui qui a commencé, avant de faire de la politique, a commencé dans les chroniques jeux vidéo, on voit qu'il aborde le YouTube game en fait comme un jeu vidéo. Et en fait, il est hyper intéressé par comment tu fais des vues, comment tu te joues de l'algo, et en fait, Pornhub est une plateforme de vidéo presque encore plus élaboré que YouTube sur les aspects classification, de filtres, etc. Et il a l'air hyper intéressé par ça. Et du coup, je trouve ça assez marrant. Et il y a aussi ce côté, ce même côté un peu jeu sur la webcam porno avec des systèmes de dotation en live, etc. Où je comprends qu'ils se prennent au jeu, quoi. Donc il y a des parallèles de toute façon. On dit souvent sur le web que le porno est hyper en pointe sur l'innovation, sur retrouver les meilleures techniques, les meilleures approches d'innovation et d'un point de vue social media. Et ça m'étonne pas en fait qu'un YouTuber puisse aller vouloir chercher qu'est-ce qui se fait de plus intéressant, de plus novateur là-dedans. Et peut-être qu'il va importer des idées, des choses comme ça dans le YouTube classique. Je voulais aussi avoir votre avis sur un autre aspect, parce qu'il y a eu tout un aspect où ça a été récupéré par des blogs, des vidéastes, des comptes d'extrême droite qui ont essayé de faire croire que Usul abusait d'Oli Plume, parce que soi-disant il gagnait beaucoup d'argent avec ses vidéos via Tipeee. Quoi il avait payé, c'est ça? Oui, voilà, il y avait une relation d'influence, en fait. Enfin, voilà, et tout ça a été bien démonté, notamment par Libération, qui avait fait un check news pour expliquer tout ça. Donc je vous conseille d'aller lire si ça vous intéresse. Mais moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que j'ai l'impression que tout le monde était choqué de voir que les youtubeurs avaient une sexualité, en fait. Et moi, je trouvais ça très intéressant, parce que je me suis dit, mais c'est vrai, les vidéastes parlent pas forcément de leur sexualité, ou alors c'est des chaînes où il y a un peu une spécialisation, où ils en parlent de manière pédagogique, etc. Mais moi, je me souviens juste d'une vidéo de Norman sur la masturbation, mais c'est pas plus. Enfin, on n'imagine pas que franchir un cap supplémentaire, c'est assez... je trouvais ça assez marquant, en fait. Et je rapprocherais ça de l'histoire de Hugo tout seul cet été quand il était allé voir une stripteaseuse. C'était une stripteaseuse sur son Snap. Ouais, voilà, sur son Snap à Miami. Du coup, il y avait une petite vidéo qui normalement devait être envoyée, je suppose, à certains de ses contacts et qui était envoyée sur toute sa story. Enfin, c'est ce qu'il dit. Voilà. Et donc du coup, on le voit avec donc une femme nue à côté de lui. Et j'avais l'impression aussi, ce qui avait beaucoup choqué les gens, c'est que personne l'imaginait. Enfin, tout le monde l'imaginait encore comme un petit garçon de 15 ans. Effectivement, il a l'air très jeune. Il fait des vidéos sur la rentrée des classes, ce genre de choses, alors que non. Et en fait, non, comme toute personne, comme un mec de son âge qui part à Miami, il est allé voir une stripteaseuse. Et ça me choque pas du tout pour le coup. Enfin. Après dans son cas particulier, c'est que du coup il balance le Snap à tous ses contacts, dont des mineurs, et du coup plein de gamins poser problème, alors que Usul a pas balancé sur la chaîne de Mediapart, c'est énorme. mais du coup c'est après je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, Vincent, mais comment dire, il y a une différence entre avoir une sexualité et faire du porno, quoi. C'est-à-dire que là c'est je pense n'importe quelle personnalité connue, je sais pas, si le présentateur des chiffres et des lettres se met à faire du porno, ça fera quand même bizarre à tout le monde, et même si on peut s'imaginer qu'il a une sexualité comme tout le monde. Oui, non, je suis complètement d'accord. Et simplement pour finir avec ce sujet, et Vesper t'en parlais un petit peu tout à l'heure, Oli Plume, elle l'a redit dans le Tag Parfait, et je suppose peut-être dans la DER de Libération, c'est qu'elle espère, avec cette forme de médiatisation, informer un peu mieux les gens sur les conditions de travail pour les travailleuses du sexe, etc. Et qu'on s'y intéresse peut-être un peu plus différemment, ou mieux en tout cas. Et donc voilà, je vous conseille de lire les différentes interviews qui ont été faites à ce sujet-là. Sur sa propre chaîne YouTube, du coup, elle fait des vidéos où elle parle de ça, et elle va en refaire une du coup à ce sujet. Oui, ils se sont croisés en fait. Il y en a un qui est allé sur Pornhub et l'autre qui est allé sur YouTube, donc c'est assez intéressant à regarder.
L'autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'était il y a quelques jours, il y a un créateur qui m'a envoyé une vidéo de Golden Moustache. Donc c'est la bande-annonce de la série Love in Translation d'Eleanor Cost. Donc le concept est intéressant et le public se montre relativement impatient de regarder ça. On va écouter juste un extrait pour que vous compreniez un peu le sujet. Gabriel, je vais te donner la possibilité de comprendre à 100% une personne qui compte. Donc en fait, tu peux lire du texte sous moi, quoi. C'est ouf. Si je mets du blanc, ça dit quoi ? Alors, donc voilà, en gros, c'est une espèce de concept où un petit peu elle peut lire les pensées des gens avec des sous-titres, etc. Donc le seul problème pour les fans, et en regardant les commentaires sous la vidéo de la bande-annonce, on s'en rend compte très vite, c'est que la série, l'accès est payant, donc via un service d'Orange, contre 5 € par mois. Donc j'ai notamment repéré comme commentaire « Cool, j'ai hâte de voir ça, dommage, je ne pourrai jamais la voir car je ne peux pas payer, je suis mineur ». Ou encore « Je peux comprendre que vous avez besoin d'argent, c'est tout à fait normal, mais à la base, vous êtes une chaîne YouTube ». Voilà, il y a beaucoup autres commentaires. Vous le sentez, le flop, là ou pas celui de la série, mais celui de l'idée débile de mettre ça payant alors que vous êtes sur YouTube et en passant par Orange de surcroît. Alors, pour commencer, vous auriez mis quoi comme commentaire sous cette vidéo ? Comment vous réagissez à ce genre de projet, David ? Comme commentaire, j'aurais mis pas terrible le titre, lol. Non mais par contre, c'est le cinéaste qui tu veux parle. que je parle évidemment de la question de est-ce qu'on est prêt à payer pour des vidéos de youtubeurs, parce qu'en fait c'est ça aussi ce que ça met en évidence, c'est que du coup le public qui fait des centaines de milliers de vues ou des millions de vues sur Golden Moustache, du coup, en grande partie, ou dans une certaine proportion, dit que c'est super vos vidéos, mais quand même pas jusqu'au point de payer, quoi. Donc en fait, il y a un truc intéressant sur la manière dont on met de la valeur au contenu, en fait, et le distinguo qui se fait dans l'esprit ou dans l'inconscient entre je sais pas, le trailer d'une nouvelle série Netflix ou HBO et d'un contenu qu'on ne conçoit pas de consommer autrement que gratuitement. Et je pense qu'on est clairement là-dedans, et du coup il y a un petit côté douche froide, je pense, pour les youtubeurs qui se disent pourquoi on ne paierait pas pour ce qu'on fait. Mais quelque part je comprends un petit peu je peux un peu faire ce distinguo. Et toi, Vesper, tu réagis comment quand des abonnés disent qu'ils veulent pas payer pour du contenu Moi, ce qui m'avait le plus chagriné, c'est dans les top commentaires, j'avais vu c'est pas grave, je téléchargerai, il sera disponible le lendemain gratos sur tel site. J'ai l'impression que ça va être le cas potentiellement. Ce qui va malheureusement, oui, forcément être le cas. Ça me chagrine parce qu'effectivement, c'est bien d'inciter les créateurs à faire plus, parce que forcément, ça voudrait dire qu'elle a eu un plus gros budget pour faire ce qu'elle voulait faire que si elle l'avait fait directement sur Golden Moustache ou sur sa chaîne YouTube, parce que maintenant elle a ouvert sa chaîne, Eleanor. Et du coup, non, moi je suis prête à payer. Alors, peut-être pas pour une série, si j'en vois plusieurs vidéastes différents qui m'intéressent, pourquoi pas. Mais si c'est un bouquet d'une offre oui, c'est plus ça. globale, Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit une personne qui vaille vraiment le coup. Je me rends compte que pour Chroma, le Ulule, tout le monde a donné de l'argent pour les regarder gratuitement sur Dailymotion. En attendant... on est beaucoup à avoir donné des sous et c'est comme si on avait payé pour voir ça aussi. La différence avec le Ulule de Chroma, c'est qu'il n'y a pas Orange au milieu du truc. Oui. Et c'est ça qui peut-être pour les gens... C'est vrai qu'un des commentaires reprochait que ça soit sur Orange, quoi. Ouais, l'impression qu'on peut avoir, c'est que Orange arrive pour lancer une nouvelle offre de contenu spécifique qui essaye d'être dans les goûts de la jeune génération, etc. Et du coup, faire entre guillemets une sorte d'OPA sur les youtubeurs français, ou en tout cas une partie des youtubeurs français, plutôt que peut-être davantage panacher ou trouver une offre plus spécifique ou avoir des... Enfin, c'est ça qui est difficile, c'est comment tu te positionnes pour créer à la fois de l'envie, à la fois reposer sur les talents que tu peux trouver sur YouTube. Et en même temps, il y a vraiment un paradigme et un modèle économique complètement différent. C'est-à-dire que pour le coup, tu peux te financer et tu peux faire des contenus dans le gratuit qui vont peut-être être sur des formats différents. C'est sûr que quand tu commences à faire du long
ou de la série un petit peu comment dire, longue, c'est difficile de trouver comment le faire autrement qu'avec de l'abonnement. C'est la bascule des formats en fait qui est compliquée. Alors, et justement, les prochains mois, et si j'en parlais aussi de ce projet d'Eleanor Cost, c'est que les prochains mois vont être intéressants parce qu'a priori, si on a bien compris ce que c'est repoussé régulièrement, mais apparemment YouTube Red, qui est l'offre en gros payante de YouTube, donc c'est un accès sans pub à toutes les vidéos, un accès à Google Play Music, ce qui mise un peu plus sur la musique maintenant que sur les contenus originaux, et notamment voilà, des séries, des contenus créés par des vidéastes contre, je sais plus, je crois ça doit être 8 € par mois, donc un peu comme Netflix. Vous y croyez? Vous trouvez que ça peut marcher, ça peut prendre? Je sais pas, en France, si on est prêt à ça. Après, en fait, tout dépendra si le contenu proposé est intéressant. Peut-être que ça va ramer au début et peut-être que, je dis n'importe quoi, Cyprien va sortir une série de fous sur YouTube Red et tout le monde va s'inscrire d'un coup pour pouvoir la regarder. Tout dépendra en vrai du contenu et des vidéastes présents, si ça vaut le coup ou pas. Tu t'abonneras, toi, David? En fait, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps et YouTube Red est notamment intégré aux États-Unis dans une offre aussi plus large, YouTube TV. C'est un des canaux qui est offert dans le bouquet YouTube TV, qui là coûte beaucoup plus cher, je crois que c'est $35 par mois. Et dans ce package, tu as pas mal de sports, de trucs comme ça, d'émissions. De chaînes de télé classiques en plus de YouTube Red, et là-dedans tu peux te dire que ça s'intègre mieux dans le package. Sur un truc spécifique, il y a, je sais plus si tu l'as dit, mais il y a aussi le fait que il y a pas les publicités. Oui. Et moi je suis assez d'accord sur le fait qu'en fait il faut qu'il y ait un programme leader, quoi, un truc qui te demande, qui t'incite à t'abonner, et tant qu'il n'y a pas ça, si tu as l'impression que c'est une version un petit peu mieux de YouTube avec des formats un petit peu plus longs, je sais pas, des gens que tu as l'habitude de suivre, ça suffira pas, je pense. Et puis j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir des séries intéressantes qui allaient sortir de toute façon, donc maintenant on va se mettre à un petit jeu. Oui. Oui. Ah oui, j'adore ce générique. Enfin, cette chanson, c'est parfait. Donc aujourd'hui, toujours un petit jeu en lien avec le thème de l'émission. C'est David qui m'a soufflé l'idée, comme ça, un jour où il faisait pas encore froid. Et en gros, le but, là, j'ai repris des extraits de vidéos de youtubeurs connus, et sauf que j'ai changé la voix, c'est la voix de Google Trad. Et vous allez devoir reconnaître le vidéaste qui se cache derrière cette vidéo, le vidéaste que j'ai plagié. On va écouter le tout premier extrait. C'est tendu. Ce plat, il a un côté bon délire, bonne ambiance qui fait plaisir à tout le monde. Sauf qu'à chaque fois, on y retrouve toujours la même chose. Il y a toujours ce con qui met la poêle au-dessus alors que c'est fait pour les patates. Alors, quoi? la poêle au-dessus. La poêle au-dessus. Alors attends, en fait ça a l'air d'être une émission un peu humoristique cuisine. Donc c'est humoristique, oui, voilà. C'est un plat, je vais donner un indice tout de suite, c'est un plat d'hiver connu. Une raclette. Voilà. Attends, non. Tout le monde a fait des vidéos sur la raclette. Oui, mais justement, c'est le but des trucs. Je sais pas, c'est pas forcément une femme par contre. T'as toujours mis une voix de femme. C'est la voix par défaut Google. Donc ça peut être un homme ou une femme. On peut pas prendre Roger. On parlera d'aspect technique plus tard. Je dirais, je sais pas, Norman. Non, attends. Si, Norman, tiens. Alors là, mais aucune idée. C'était Norman. Il a fait une vidéo Attends, mais sur la raclette. je crois qu'on a eu une conversation dans un autre tube en disant non, mais bon, il y a des Norman qu'on est réduit à faire des vidéos sur la raclette. Je laisserai les gens vérifier s'ils veulent. Mais en tout cas, c'était bien Norman. On va écouter l'extrait suivant et je suis particulièrement fier d'avoir capté ce moment. Aujourd'hui pour le vlog je vous ai prévu 2-3 petites choses assez sympas. Ce matin on va aller chez Benefit pour aller se faire les sourcils. Et ensuite à 15h je vais donner une conférence à l'INESEC.
C'est Enjoy. Enjoy Phoenix. Oui. J'ai pas fait trop d'ici parce que c'est vrai que dans le terme du vlog et du lifestyle, il y avait pas mal de monde, mais c'est Enjoy Phoenix, donc oui, qui a fait une conférence à l'INSEC il y a pas longtemps. T'imagines si tu vraiment la personne qui plagie des vlogs d'Enjoy Phoenix, qui doit assumer d'avoir fait une conférence. C'est horrible parce que j'ai tiqué à la musique horrible libre de droit que je fait déteste complètement avant même Benefit, tu vois. C'était fait complètement exprès. Prochain extrait. Théma, on dirait Joule, on a trouvé le secret de Joule, vous vous rasez, vous prenez une touffe qui est tombée et vous la reposez, et vous êtes immédiatement Joule. Tu sais c'est la vidéo de McFly et Carlito quand ils se rasent la tête. Exactement. Ah oui, je l'ai vu en plus, c'est là. Oui. Et là, donc voilà, c'était le moment où il se repose une touffe de cheveux, il ressemble à Joule et c'était... Oui, sur Dragon Ball. Hein, j'ai fait des cauchemars pendant 3 jours. Dragon Ball à 0. Oui, c'est ça. Alors pour le prochain extrait, je préviens, c'est complètement sorti de son contexte, donc je vous laisse écouter. J'ai adoré ce livre et je vous le conseille vraiment, ça apporte un nouveau regard, cela permet de prendre beaucoup de recul et de dédiaboliser un peu le soldat allemand. Voilà. Quoi ? Un livre qui dédiabolise le soldat allemand. Voilà, ça parle de soldats allemands, d'époque, de guerre, donc qui ça peut être ? À part Nota Bene. Oui, c'est lui. Et pour le coup, alors sa vidéo s'appelle Les nazis tous pourris, je crois. Elle est vraiment très intéressante et c'est pour ça que je disais c'était complètement sorti de son contexte, volontairement, mais je vous conseille de regarder cette vidéo. Dernier extrait, et là vraiment je réponds plus de moi. Là. Envoie, allez Juju, boum, voilà c'est bien, on est là pour en chier, allez fais gonfler tes meules, c'est important. Gaël Garcia Diaz. Alors, ça aurait été drôle. Moi j'hésite entre la vidéo de Usul sur Pornhub et sinon je crois que c'est Thibaut InShape. C'est Thibaut InShape, exactement. Le mais c'est moins dynamique. Le mot-clé c'était Meul qu'il utilise régulièrement dans ses vidéos. Je crois que David t'as gagné le jeu, il me semble. Oui. Donc c'est bien, tu regardes vraiment toute la page tendance régulièrement, c'est bien. Il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer. Voilà. Faut vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. C'est ça. Bien fait le monde en 2014, Antoine. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas de ce monde. La France a peur. Alors, et donc aujourd'hui, on va parler de plagiat et des nuances qu'il faut peut-être apporter ou non, et on va parler d'inspiration, etc. Et avant de parler du plagiat sur du plagiat. Le plagiat. Non, avant de parler du plagiat sur YouTube en tant que tel, et comme j'ai 2 grands cinéphiles à mes côtés et de grands fans de la culture populaire en général, je voulais vous demander si pour vous le plagiat c'était une notion qui était bien ancrée dans la société, dans les différents domaines culturels. C'est quelque chose qu'on voit malheureusement régulièrement, qui est un peu, je sais pas, banalisé en fait ou pas? Malheureusement, enfin, je sais pas. En tout cas, il y a très, très régulièrement des accusations de plagiat, notamment dans le cinéma. Et par exemple, il y en a eu récemment pas mal autour du film de Guillermo del Toro, La forme de l'eau, qui sont souvent, en fait, en particulier sur les grosses productions hollywoodiennes, enfin, souvent sont retoquées parce que, en fait, enfin. À partir du moment où c'est des très grosses productions avec des directeurs artistiques, plein de gens qui travaillent dessus, c'est un des buts aussi, c'est de capter l'air du temps et d'avoir un peu des choses qui correspondent à ce que tout le monde s'est imaginé. Et quand tu fais des films aussi gros, c'est un peu logique qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre ait pensé à faire quelque chose qui ressemble, surtout que dans le cas du film de Del Toro, c'est en plus inspiré de tout un imaginaire, de La créature du lac noir, etc., de plein de trucs qui forcément recoupent des choses qui ont pu inspirer d'autres personnes. Donc pour moi, et en même temps, il y a la même chose dans la musique, avec à la différence près que j'ai l'impression que dans la musique, en tout cas juridiquement, ça arrive plus régulièrement que ça soit prouvé en fait qu'il y ait en plagiat, et en plus il peut y avoir différents niveaux de plagiat qui sont en fait statués en fonction du pourcentage des droits musicaux qui sont reversés à telle ou telle personne.
Et en fait, je pense qu'il y a deux sujets. C'est d'une part, il y a un sujet juridique en fait qui est réussir à prouver par A plus B que c'est tel ou tel auteur qui est à l'origine et qui tient le truc. Et il y a aussi un autre sujet qui est culturel et qui pour moi a encore plus de sens sur Internet, c'est qu'en fait il y a une nuance entre le plagiat et l'inspiration et la recombinaison. Et en fait Internet c'est énormément une culture avec les mèmes, on va en discuter de détourner ça et de travailler un peu toujours la même matière. Après là-dedans il y a aussi les cas de copie pure et simple qui là forcément n'ont aucun intérêt ni artistique ni rien du tout. Vesper, toi, via ta chaîne ou via tes passions, c'est quelque chose que tu surveilles, c'est quelque chose qui te marque, t'intéresse particulièrement ou pas, ces questions d'inspiration, de nuances? Oui, des questions d'inspiration, effectivement, comme tu l'as dit. De toute façon, j'ai plus rien à dire, tu as déjà tout dit, la musique, le film, je vais rentrer chez moi. Non, mais effectivement, au niveau de la musique ou même de l'inspiration, après sur YouTube, ça va être plutôt des reprises et des adaptations de concepts. J'ai plus l'impression de ça, et au final, YouTube fait ce que font les chaînes télévisées depuis des années, c'est-à-dire, tiens, ça marche bien aux États-Unis, on va refaire exactement la même chose en France. Mais le concept joueur du grenier, etc., ils n'ont rien inventé non plus. Et à partir du moment où c'est assumé, on dit d'où ça vient, je trouve ça normal et ça me choque pas. Après, effectivement, il y a le plagiat tout nul, où c'est juste un copier-coller de telle vidéo, ou de reprendre exactement la même vanne à tel moment, qui est quand même beaucoup plus scandaleux. Mais bon, sinon, c'est vrai que j'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé après l'affaire podcast, justement. Justement, donc tu as abordé plusieurs points, on va y revenir en détail juste après, mais effectivement, dans l'histoire de YouTube, en France en tout cas, la grande affaire qu'il y a eu, c'est Mad Podcast. Il y a récemment, Rémi Gaillard a été accusé d'avoir, par la chaîne Copy Comic Vidéo, d'avoir un peu copié des concepts de caméra cachée, mais effectivement, ce qui est arrivé à Mad Podcast, c'était en 2016, ça a été un vrai cafarnaum sur YouTube. C'était quand, en fait, en gros, le forum 1825 de jeuxvideo.com a repéré des ressemblances entre plusieurs de ces vidéos et les contenus de youtubeurs américains et britanniques. Pardonnez-moi. Et la polémique a été considérable. Il y a eu le hashtag qui était en trending topic sur Twitter pendant toute la journée, même plusieurs jours. Et justement, ça continue à le suivre aujourd'hui. Et je voulais vous faire écouter l'extrait où il discute avec le patron de Minute Buzz, Maxime Barbier, qui lui aussi avait été accusé et avait plagié un autre youtubeur américain. Mais tu t'en as vu une et tu t'es dit je vais faire la même chose et puis tu dis ça marche bien et donc je vais continuer sur le... C'est même pas que ça... Je me suis pas dit ça marche bien, je me suis dit le mec écrit bien. Enfin c'était plus dans cet aspect-là, tu vois. Et ça collait vraiment avec mon ton. Ouais, et tu t'es dit je vais faire parce que j'ai regardé un peu les vidéos, tu t'es dit je vais faire la version française. Ouais, complètement. Après j'ai appris, je veux pas me justifier, c'est pas le but de la vidéo, mais parce que c'est la plus grosse connerie que j'ai faite dans ma vie, tu vois. Ouais. Mais tu vois, il y a des grands humoristes français qui ont fait ça aussi. Oui, bien sûr. C'est juste qu'Internet, des fois, quand il s'emballe, je pense qu'il pardonne un peu moins. Quoi, ouais, c'est clair. Je rebondirai pas sur cette dernière phrase de Maxime Barbier, mais en écoutant Mad Podcast, je me suis dit, c'est assez dingue de voir qu'il avait l'impression que c'était un peu naturel de reprendre du contenu étranger, de le traduire presque littéralement. J'ai l'impression que c'est ancré, en fait, c'est presque normal, quoi. Je sais pas, personne lui a appris à l'école qu'il fallait pas recopier sur son voisin. Peut-être que maintenant, je sais pas, justement, tu trouves pas que YouTube, on a l'impression que, je sais pas, ça fait un peu buffet gratuit où on peut se servir n'importe comment. Ouais, mais en fait, ce qui me choque un peu, c'est que les gens ont oublié qu'avec Internet, tout se sait. Tout finit par se savoir très, 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 très vite, en fait. Donc, je trouve ça un peu bête. Justement, tu parlais de copie... Copy Comic Vidéo. Voilà, c'est ça. Donc, on avait découvert aussi... Non. On a eu la preuve en vidéo plutôt que Gad Elmaleh, Debbouze et tout le team avait complètement repompé des sketchs de Jerry Seinfeld, etc. Voilà, c'est que des trucs qu'on sait en fait depuis des années, mais avec YouTube, on t'apporte en 5 minutes la preuve, la preuve directe avec le petit lien de ce que tu as fait. Donc effectivement, je trouve ça vraiment pas malin d'agir comme ça, alors que ce serait beaucoup plus simple. Après, il était jeune, c'est pas non plus une super excuse, mais de se dire, que de dire cash, je me suis inspiré de tel concept et je l'ai réadapté à ma sauce.
Mais bon, c'est juste que de base, il devait pas être très fin, quoi. Ouais, et puis en fait, il y a une forme d'impunité, c'est-à-dire que globalement, il s'en fout parce qu'il sait qu'il peut rien, enfin, qu'il va rien lui arriver. Il pourrait lui arriver des trucs. Le youtubeur américain aurait pu, l'attaquer, etc. Mais c'est pour plein de raisons, ça se fait pas du tout. Et du coup, à partir du moment où tu risques rien, si t'as pas de surmoi et si t'as pas honte de faire ça, en fait, c'est surtout, c'est la même chose avec effectivement les humoristes, c'est-à-dire que ceux qui le font pas, ils le font pas parce qu'ils trouvent ça honteux. Après, ça peut avoir un intérêt, et surtout à partir du moment où tu le dis, effectivement, tu peux dire, en fait, je le fais parce que ça me permet, je sais pas, de m'entraîner à faire des vidéos, quoi, ou pourquoi pas. Mais voilà, sans cacher, c'est vrai que c'est assez honteux, en fait. Et de manière générale, j'ai l'impression que sur YouTube, et là encore, les parallèles avec le monde du stand-up, de la scène sont assez intéressants. C'est vrai que j'ai l'impression que tout le monde sur YouTube a été accusé au moins une fois d'avoir plagié. J'ai l'impression que les accusations de plagiat, c'est un peu comme un commentaire qu'on laisserait, genre c'est nul ou t'as plagié, machin. C'est quelque chose qui est très répandu, quoi. Ça, c'est assez courant. Après, il y a aussi, certains spectateurs qui ont plus tendance à mettre plagiat pour rien, c'est-à-dire le joueur du grenier a fait une vidéo sur Sonic, toi petit youtubeur avec 1000 abonnés, si tu fais une vidéo sur Sonic 2 semaines après, on va t'accuser d'avoir plagié le joueur du grenier, donc au bout d'un moment... C'est une méconnaissance peut-être derrière le mot plagiat, oui, c'est ça, sur le sens même de ce que ça dit vraiment, quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment utilisé à tort et à travers aussi, donc il y a un peu de ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que un des youtubeurs qui a été le plus souvent accusé, c'était Squeezie. Il a même fait, je crois qu'il a fait peut-être même plus d'une vidéo de réponse qu'on l'avait accusé de plagier PewDiePie. Mais en 2014, il avait répondu et expliqué un petit peu ce que ça représentait pour lui quand on l'accusait de plagiat. Bon, je suis pas nul, je sais très bien que quand plein de personnes me proposent en même temps de faire des vidéos sur Skate 3, sur Jazzpunk ou sur des jeux comme ça, c'est que ils ont déjà vu quelqu'un faire une vidéo là-dessus, et généralement ce quelqu'un, c'est PewDiePie. Du coup, je fais face à un vrai dilemme et dans ma tête, il se passe un peu ça. Ne fais surtout pas de vidéo sur ce jeu. Fais une vidéo sur ce jeu. Je l'écoute pas, si tu dis ça, des tas de personnes vont dire que tu plagies PewDiePie. Mais si allez, tu t'en fous que d'autres personnes y aient déjà joué, tu peux pas te priver. Mais s'il a déjà fait une vidéo dessus, c'est trop tard pour toi, trouve un jeu qui a jamais été fait. Le jeu n'appartient pas au premier youtubeur qui fait une vidéo dessus, alors vas-y, fais-en une. C'est marrant parce que j'ai l'impression que la peur de l'accusation de plagiat, ça peut être un frein à la création de vidéos quand on réfléchit à un format ou ce genre de choses, quoi. Ouais, en plus, faut pas justement se limiter au format, c'est-à-dire qu'effectivement, ce que Squeezie fait, à l'époque en tout cas en particulier, faisait la même chose que PewDiePie et était forcément inspiré par lui, mais ça n'a rien à voir avec le plagiat, c'est-à-dire que c'est de la même manière que en fait je sais pas, Adidas fait la même chose que Nike, enfin je veux dire, c'est à un moment c'est être en concurrence. Alors quand sur YouTube et avec les langues, etc., les concurrences sont redistribuées, et donc Squeezie va être le PewDiePie en français, et il va y avoir un certain nombre d'autres youtubeurs qui vont faire pareil que Squeezie et qui vont être ses concurrents en français à faire la même chose. Mais au final, c'est chacun fait son... Enfin, c'est plus comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire des déclinaisons de concepts. Et à l'intérieur d'un même concept, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, ou en tout cas qui sont plus suivis et qui intéressent plus de gens que d'autres, parce que dans le concept, ce qui joue, c'est la personnalité, le montage, plein de paramètres qui font que voilà, et personne n'a le monopole de tel ou tel format, voilà, à moins d'avoir déposé des trucs. Et il y avait notamment eu toute une histoire sur les vidéos de réaction, dont j'ai oublié peut-être que tu t'en souviens, c'est la chaîne qui voulait dire en fait qu'elle avait le monopole des vidéos de réaction en faisant réagir les enfants, les vieux, etc. Oui, j'ai oublié le nom de c'était et là c'est un exemple typique où en fait voilà, c'est un concept qui est cool, mais à partir de quand on peut dire que on n'a pas le droit de faire aussi ce concept? Ça appartient à personne. En tout cas ça se discute, et donc après ça devient une question juridique, etc. Mais en tout cas pour moi, effectivement, je suis
plutôt dans ce genre de cas en faveur de chacun a le droit de faire sa version du concept, parce que c'est la richesse d'Internet, et que, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment une culture de la reproduction et de refaire à l'infini la même chose pour faire mieux. Et justement, je rebondis tout de suite dessus, et je voulais vous faire écouter Dylan Del Rey qui réagissait un peu après l'affaire Mad Podcast et qui parlait justement de la notion d'inspiration en fait. Un autre exemple pour vous faire assimiler la chose, le concept de What the Cut, qui est de prendre 3 vidéos virales du net, est également fait par SLG et maintenant plus récemment par le shoujo. Chacun a ses préférences. À titre personnel, je préfère celles du shoujo car elles sont plus courtes et plus dynamiques. Donc si pour vous inspiration veut dire plagiat, vous avez pas mal de gens à insulter sur le net. L'inspiration peut être interprétée sous différentes formes. Elle peut bien sûr rendre hommage à un youtubeur qu'on adore, vouloir réadapter un concept à un tout autre public, ou tout simplement parce qu'on aime un concept et qu'on veut y ajouter sa touche personnelle. Vesper, toi, la notion d'inspiration, c'est quelque chose, toi, dans tes vidéos, qui est important. Tu te nourris d'autres contenus quand tu réfléchis à tes vidéos, par exemple? Oui, alors pas par rapport forcément au concept, mais plus à la réflexion qu'il y aura derrière. Mais c'est comme pour tout, quand je vais vouloir traiter d'un sujet, je vais lire plusieurs articles, et je vais aussi, par exemple, voir plusieurs vidéos de youtubeurs s'ils en ont déjà parlé, pour voir s'ils ont eu un point de vue différent du mien, ou des choses comme ça, mais sinon, non, c'est tout. Et j'ai l'impression aussi que quand on débute, c'est normal même de regarder ce qu'on aime, oui, et de se dire, je vais débuter avec ça. Enfin, c'est vraiment, au final, le conseil basique qu'on donne aux gens qui veulent débuter, c'est, tiens, tu veux parler cinéma, regarde les vidéos du Fossoyeur. Enfin, c'est des trucs très, très, très classiques. Et pareil, oui, pour du let's play ou d'autres choses comme ça. Ça va être vraiment, on regarde les vidéos des vidéastes que tu aimes bien et vois un peu... fais-le à ta sauce, mais si au début tu te sens pas trop à l'aise, n'hésite pas. Après, le principal, comme d'habitude, c'est d'être transparent et d'assumer et de faire ce qu'on aime. D'ailleurs, on a plusieurs fois dit dans nos tubes qu'on a l'impression que d'année en année, le niveau et la qualité de ce qui se fait sur YouTube s'élève à chaque fois. C'est aussi à cause de ça, c'est que les gens s'inspirent les uns des autres, se disent « Ah tiens, c'est vrai que je pourrais faire comme ça, je pourrais présenter comme ça, je pourrais faire ce concept », et ça, c'est bien pour tout le monde. Je fais une petite parenthèse pour faire écouter ce que Usul disait en 2012 quand MrJD lui demandait s'il se sentait plagié par Cyprien après la mise en ligne d'une vidéo qui comparait plusieurs de leurs sketchs. C'est assez intéressant, je voulais vous faire réagir après. Non, moi je pense que les idées flottent dans l'air et que tout un chacun peut les choper comme ça. Il n'est pas du tout à exclure qu'il ait eu la même idée que moi, après, certes, mais la même idée que moi sans avoir regardé ce que j'ai fait, hein, c'est probable. Ou alors, il est aussi probable, parce que l'inconscient de l'esprit humain est formidable à ce niveau-là, qu'il ait vu ce truc-là, qu'il ne s'en soit plus rappelé après, et qu'il ait eu le sentiment tout à fait honnête d'avoir cette idée le premier, d'avoir cette idée, et de dire tiens, je viens de trouver ça, c'est pas mal. C'est quoi de ce genre d'explication, d'hypothèse? Ah oui, je suis parfaitement d'accord avec lui, là, pour le coup, à 100%. Et j'ajouterais même, parce que là, pour cet exemple... précis, réagissait suite à une blague sur oh là là, j'ai effacé ta sauvegarde de Pokémon que tu as joué 100 heures sur ta Game Boy, qui est la blague la plus lambda du monde. Enfin, c'est super banal, cette vanne existe depuis la création du jeu, donc en plus, sans vouloir appauvrir la vanne et la magie du montage. C'était une de mes angoisses à l'époque aussi, donc je pense que j'aurais pu y penser peut-être. Mais voilà, c'est une vanne hyper banale, donc elle aurait pu venir de toute façon totalement spontanée dans la tête de Cyprien après, même effectivement sans avoir vu la vidéo d'Usul, quoi. Tellement c'est lambda. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec cette histoire des idées qui flottent dans l'air, et d'ailleurs il y a un côté un peu paralysant avec Internet, c'est que du coup on a l'impression d'être incapable d'avoir une idée originale, et je pense à ça dès que je sais pas, j'ai une vanne à la con à faire sur Twitter et que je vérifie sur Twitter si quelqu'un l'a déjà fait, et que je vois que 300 personnes ont déjà fait exactement la même vanne que je trouvais géniale. Voilà. Ne bloque pas ta créativité, libère tes chakras. Je voulais revenir pour finir avec le sujet sur l'histoire de formats. On a beaucoup rebondi. Donc les formats, c'est ces concepts de vidéos que tout le monde peut faire à sa sauce. Je sais pas, on parle de boyfriend tag. Qu'est-ce que ça peut être, ou What the Cut d'Antoine Daniel, qui au final était un concept dont il s'inspirait chez un Américain. La question que j'ai, c'est est-ce que vous pensez pas aussi que ça bloque justement un petit peu la créativité ou l'originalité, où on se dit ah ça marche, je vais faire ça, et ça marche aux États-Unis, je vais faire ça marche en Russie, les pranks débiles ça marche en Russie, je vais faire ça aussi. Est-ce que
Je sais pas, j'ai l'impression que c'est... Tu veux dire comme l'affreuse mode des tops on s'est tapé pendant... Là, je pense que ça s'est un peu calmé, là. On a Ça eu s'est ad calmé. nauseam sur Mais toutes voilà, les justement, chaînes. j'ai l'impression que ça... Oui, non, parce qu'après, il y a des personnes qui avaient déjà un concept de base, qui vont vouloir... qui se rendent compte... je vais prendre l'exemple des tops, tout simplement, mais qui ont un concept, qui vont se rendre compte que les tops marchent et qui voient que leur vue diminue, ils vont commencer à se mettre... commencer à faire des tops pour pouvoir un peu varier leur public et peut-être capter des nouvelles personnes. Donc ça, c'est après un concept. Après, il y a des personnes qui, effectivement, vont se mettre à faire des tops parce qu'ils voient que ça marche, mais dès le début, et puis ils le font juste comme ça, et pas forcément avec la passion, la fameuse. Mais voilà, il y a différents encore sous-concepts dedans. Après, il y a des gens qui ont ceux qui le font vraiment parce qu'ils en ont super envie, et qui s'en foutent, et qui n'en vivent pas, par exemple, donc qui n'ont pas du tout les mêmes enjeux derrière tout ça. Ils font leur concept à eux sans se soucier de ce qui marche ou pas et ils continuent de faire le truc de leur côté sans faire le boyfriend tag de haul ou le unboxing de je sais pas quoi. Ça te lasse pas, toi, David? Non, en plus, moi je pense que c'est quelqu'un de créatif, en fait, même sur un concept hyper éculé, peut apporter un truc en plus, quoi. Oui, et tu peux faire le chef-d'œuvre du boyfriend tag avec un petit peu d'inspiration. Alors, ne me tente pas parce que je pourrais te commander, te sponsoriser sur un Kickstarter pour que tu fasses ce genre de vidéo. En tout cas, je pense qu'on va réfléchir à ça et on va finir l'émission. Je viens tout juste de me mettre au Minitel. Alors, si vous me parlez d'ordinateur et d'internet... Avant de se quitter, comme d'habitude, une petite recommandation de chaîne qu'on aimerait mettre en valeur. Vesper, toi, tu pensais à qui? Oui, alors je pense à la chaîne de Bolchegeek. Donc je pense pas que vous en avez déjà parlé dans l'émission. Donc qui parle de pop culture, donc on reste un peu dans la thématique. Sa description, c'est la pop culture, un couteau entre les dents. Parce que comme son nom l'indique, il parle de sujets geeks, mais avec un petit côté marxiste. Donc on reste aussi dans la thématique Usul un peu. Et donc du coup, en fait, il va parler par exemple des princesses Disney ou d'Anastasia, de Wall-E, énormément de films où il va faire des analyses où par exemple pourquoi Le Roi Lion c'est un film de merde. Je vous la fais très courte comme ça en pure provoque, donc vous allez regarder. Et c'est vraiment excellent, donc il fait ça donc avec la petite voix. Et il a également fait plusieurs vidéos axées sur Cowboy Bebop, donc j'ai l'honneur de faire une apparition dans la première d'ailleurs, je place ça aussi. Et c'est vraiment toujours extrêmement pertinent, c'est bien écrit, c'est drôle et il mérite d'avoir beaucoup plus de vues et d'abonnés. Donc Bolchegeek, grosse reco, je l'aime beaucoup. À suivre. David? Moi j'ai une reco qui va un peu te troller parce que je sais ta psychose autour des placements de produits et des choses comme ça. Et donc psychose. Et donc j'ai trouvé une c'est même pas vraiment une chaîne, enfin c'est un type d'émission sur une chaîne qui en plus est complètement du sponsor parce que c'est financé par une grosse marque de voitures et l'émission... Je vais tomber dans les vapes, je vais m'évanouir là. L'émission, elle s'appelle Autopromo, donc tu remarques le jeu de mots. Et donc c'est Monsieur Poulpe dans une voiture et il reçoit des invités donc qui font leur promo, donc c'est des invités, tu vois, il y a eu André Manoukian, Eric et Quentin, Déborah, François Létuche, ça me parle un peu bien. et donc ils sont dans une voiture qui est donc de la marque de voiture. Alors d'une vidéo à l'autre, la couleur de la voiture change, ce qui montre un peu le budget de la marque. Et donc voilà, donc c'est vraiment un pur concept d'émission qui pourrait très bien passer à la télé, mais en fait ça marche assez bien et en fait je trouve que à la fois c'est intéressant dans la manière de faire de la pub, du brain content, machin, et en même temps je trouve que presque c'est encore plus logique que la pub soit sur des chaînes à part. C'est-à-dire que plutôt de s'infiltrer dans les chaînes des youtubeurs pour faire du placement de produits et en fait prendre le spectateur là où il s'y attend pas, je trouve ça presque plus intéressant que les marques réussissent à faire des chaînes qui vont peut-être faire venir de l'audience dessus et voilà. Et c'est plutôt assez rigolo. Bon, je vais aller regarder, je rendrai mon verdict. Je suis très fan du jeu de mots. Sur Slack. Pour ma part, je vais rapidement saluer le travail de copain du web que j'aime beaucoup. Il a une chaîne consacrée au savoir technique, comme il dit. Et donc, par exemple, là, j'ai été fasciné pendant près de 7 minutes par la confection d'un plaid. Et voilà, il n'y avait que lui pour réussir à me passionner pour ce genre de sujet. Donc, j'aime beaucoup sa façon de réaliser, son style graphique, son sens de la vanne. Donc
Donc, et en plus, il vient de lancer un Tipeee. Donc voilà, c'était une raison de plus pour le soutenir. Merci à Vesper et à David d'être venus pour chroniquer aujourd'hui dans nos tubes, à Binge Audio et à Charlène à la réalisation. Un grand merci évidemment à vous qui nous écoutez. Merci pour vos retours. Vous savez comment fonctionnent les podcasts. N'hésitez pas à partager cette émission, à mettre un cœur sur SoundCloud, 5 étoiles, des étoiles sur Apple Podcast et voilà à en discuter avec vos parents. Moi je sais que ma mère a commencé à écouter calmement, donc voilà, elle aime bien, donc faites écouter ça à vos parents, ça passe bien apparemment. Un grand merci et à dans 2 semaines. Binge Audio. Ah non, Binge Audio. Podcast. Qu'est-ce que ça veut dire?